Once you've found the right doctor and have told him or her about your pain, don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. And any drowsiness that might occur when you start to take the medication will soon wear off in most patients. Si vous êtes sur Internet, c'est bien. C'est même très très bien. Parce que vous avez dû voir les images de villes comme San Francisco ou New York transformées en paysages de Walking Dead. Ou même des vidéos de parents qui font des overdoses devant leurs enfants, ou même des témoignages de parents qui ont vu leurs enfants faire des overdoses. Pour revenir sur ces villes de San Francisco ou de Los Angeles ou de New York, la question qu'on peut se poser, c'est comment on est passé de ça à ça en moins de 20 ans. Et si je vous expliquais qu'en réalité, cette situation est liée directement au lobby pharmaceutique. Et si je vous disais que l'entreprise de conseil qui est à l'origine de cette situation à San Francisco, c'est la même qui conseille notre président Emmanuel Macron. Vous me croiriez pas? Et pourtant. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement. Par ailleurs, les t-shirts, là, référencement, ils sont disponibles à la vente. Je te mets un lien dans la description. Made in France, cousu en France, coton français, bio, tout ce que tu veux. La crise des opioïdes, McKinsey, les zombies et Big Pharma, c'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler du sponsor de la chaîne, Atlas VPN, parce que vous le savez, c'est très important de se protéger lorsqu'on navigue en ligne. Et c'est exactement ce qu'Atlas VPN te permet de faire. Je te montre comment c'est simple, tu te connectes et tu choisis un pays, ce sera comme si tu naviguais sur Internet depuis ce pays. Tu pourras débloquer du contenu du monde entier auquel tu n'aurais pas eu accès avec une connexion depuis la France, genre Netflix, Amazon Prime et j'en passe. C'est un VPN qui a été créé en 2019 par des pros de la cybersécurité. Et ils se sont donnés pour mission de rendre le web plus accessible et plus sûr pour tout le monde. Et ils ont beaucoup de personnes satisfaites puisqu'ils sont bientôt 6 millions d'utilisateurs. Comme d'habitude, Atlas VPN te permet de bénéficier d'une offre absolument dingue pour le Black Friday. Atlas VPN Premium n'est plus qu'à 1,70€ par mois, plus 6 mois supplémentaires. Avec une garantie de remboursement de 30 jours, tu protèges ta vie privée et tu profites des nombreux avantages d'Atlas VPN pour un prix très bas. Je te mets le lien dans la description pour profiter de leur offre et je te conseille de faire vite parce que c'est évidemment, tu le sais, une offre à durée limitée. Le VPN vous permet de naviguer en toute sécurité et en toute confidentialité sur Internet et oui, personne ne va te traquer et c'est pas fini. Il bloque l'ensemble des liens malveillants, les publicités et les trackers et vous avertit lorsque quelqu'un essaie de voler vos données. Si tu veux faire des économies sur tes achats, c'est possible aussi. Grâce à ce VPN, tu peux faire des économies en obtenant des meilleures offres lors de tes achats en ligne, mais ça fonctionne aussi pour les abonnements en ligne ou encore pour les prix des compagnies aériennes et des hôtels. Et pour couronner le tout, une seule souscription te permet de protéger un nombre illimité d'appareils, surtout qu'il est disponible sur Mac, PC, Android, iOS et plein d'autres plateformes. Alors, ne rate pas cette occasion en or, Atlas VPN Premium n'est plus qu'à 1,70€ par mois et 6 mois supplémentaires. Clique simplement dans le lien que je te mets en description pour profiter, c'est une offre à durée limitée, donc vraiment ne traîne pas. La drogue qui va expliquer la situation aujourd'hui aux États-Unis, c'est le fentanyl. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut faire un point. Alors, j'ai pas les chiffres, mais il me semble que très peu de personnes qui regardent cette vidéo sont accros à l'opium. J'ai pas fait de sondage, mais vous êtes pas des masses. Donc un petit cours sur cette drogue qui va nous intéresser. Il existe 3
opiacés issus de l'opium dans le monde. Les alcaloïdes de l'opium, distribués dans les hôpitaux pour soulager les douleurs, typiquement c'est le cas de la morphine. Ensuite, on va avoir les opiacés semi-synthétiques, qu'on fabrique en modifiant chimiquement les alcaloïdes naturels de l'opium. Donc l'héroïne, typiquement un opiacé qu'on a synthétiquement modifié. À la base, on voulait que ce soit une alternative moins addictive à la morphine, mais spoiler alert, ça n'a pas marché, le plan a échoué. Et enfin, on a les opiacés totalement synthétiques, donc fabriqués en laboratoire. Et le produit phare de ces opiacés synthétiques, c'est la méthadone qu'on va fournir dans les hôpitaux, là aussi pour soulager les douleurs très puissantes. La drogue qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est le fentanyl. Lui, c'est un opiacé de 3e catégorie, donc totalement synthétique. Il a été créé en 1959 par un physicien belge, Paul Janssen, et on l'appelle à l'époque le sublimase. Il est pensé pour être un analgésique, donc pour soulager les douleurs, très puissant et dans des cas très précis, notamment dans les cas de cancer en phase terminale. On sait plus trop quoi faire avec le mec, il souffre, prends-moi un peu de fentanyl, ça va te régaler. La particularité du fentanyl, c'est qu'il est très puissant, environ 100 fois plus puissant que la morphine, et donc très efficace pour combattre les douleurs, très efficace, mais aussi très toxique, puisqu'on peut faire une overdose de fentanyl rien qu'en le touchant, c'est ce qu'on appelle l'absorption transdermique. Donc très relou comme médicament. Autre point assez relou avec ce médicament, c'est le prix. Le fentanyl est très peu cher, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il est entièrement synthétique, pas besoin de se faire chier dans un champ de pavots avec des ouvriers mexicains ou afghans. Là, t'es tranquille au niveau des CDD. Ensuite, il est fait dans des quantités monstres, et comme il en faut très peu pour avoir les effets, tu peux le couper avec n'importe quoi. Et n'importe quoi dans le milieu de l'oseille, ça coûte pas grand chose. On estime donc qu'une pastille de fentanyl se vend sur le marché entre 4 et 10 $ en moyenne. Mais alors Jamy, qu'est-ce que c'est quoi donc les effets de cette pilule magique? Ah, j'y arrive. On va se mettre en situation. Vous êtes, admettons, à San Francisco, vous venez de vous faire larguer par votre copine qui s'est mise avec votre père, votre mère est pour Saint-Étienne et votre fils vote pour Olivier Besancenot. En plus de ça, vous avez mal au dos. Bref, vous l'aurez compris, c'est la merde. Et là, un mec un peu louche vous propose une petite pastille bleue pour vous faire oublier tous vos problèmes. Foutu pour foutu, vous la gobez. Et en quelques minutes, tous vos problèmes disparaissent. Vous sentez une vague de chaleur et vous êtes l'homme le plus heureux du monde. Vous flottez dans l'air. Et ce, pendant 1 à 2 heures. Alors, vous, qui venez de prendre du fentanyl, vous êtes bien. Sauf que, extérieurement, vous avez une sale gueule. En fait, vous êtes devenu un zombie. Le fentanyl entraîne une dépression respiratoire et vous commencez à avoir, comme son nom l'indique, du mal à respirer. Vous êtes aussi victime de ce qu'on appelle la bradypsychie, ce qui est un ralentissement du processus de pensée. Globalement, pour résumer, vous avez les yeux dans le vide et vous êtes complètement con. Et vous avez ce fameux effet zombie dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle techniquement une sédation, donc qui est une extrême somnolence, des membres paralysés et une difficulté à se déplacer. Vous avez beau avoir oublié tous vos problèmes pendant 1 heure, vous avez une dégaine de merde. Et vous commencez à ressembler à ce qu'on voit dans ces villes américaines, des semi-clochards errants sous l'effet d'opioïdes ou en redescente d'opioïdes. Une fois que votre défonce est finie, comme dans toute prise psychotrope, vous commencez à ressentir le manque. Le fentanyl va agir en se liant aux récepteurs de votre cerveau et aux récepteurs du système nerveux central. Donc votre cerveau ne va plus envoyer les mêmes signaux que d'habitude et vous avez l'impression que vous n'avez plus mal. C'est pas vrai. Vous n'avez pas plus mal, vous avez juste plus la sensation d'avoir mal. Parallèlement, l'activation de ces récepteurs, qu'on appelle des récepteurs opioïdes, entraîne une libération du neurotransmetteur du bonheur, la dopamine. Au moment de la redescente, tout le bonheur et l'absence de douleur que vous aviez disparaissent, évidemment, et vous redevenez un dépressif qui a mal au dos un soir à San Francisco. Évidemment, du coup, vous en revoulez. Vous êtes ce qu'on appelle en craving et physiquement ça se voit. Vous commencez à être dépendant aux opioïdes et cette dépendance elle est physique. Vous ne dormez plus, du coup vous avez l'air fatigué, vous avez des plaques qui se créent, vous avez des pensées suicidaires et votre prochaine dose devra être forcément plus forte que la première puisque votre système nerveux s'est habitué neurologiquement à la molécule. À ce moment de la vidéo, vous vous dites, là, il va nous dire que cette drogue, elle vient du Mexique, des cartels, que c'est un problème d'immigration et fin de l'histoire. Et non, ce qu'on a appelé la crise des opioïdes a été organisée, financée et contrôlée par les lobbies pharmaceutiques américains. Vous êtes pas prêts pour la suite de la vidéo. Pour
comprendre comment cette crise est arrivée aux États-Unis, on va remonter un peu dans le temps. On est en 1996 aux États-Unis et une campagne de communication voit le jour. L'objectif de cette campagne, démontrer l'absence de risque des médicaments analgésiques opioïdes, donc des médicaments qu'on prescrit quand on a mal. Des médecins, des spécialistes et des patients expliquent dans ces pubs que les opioïdes sont sans danger pour l'individu, que c'est un miracle de la science pour les douleurs. Bref, foncez sur les opioïdes, il n'y a pas de galère. On n'hésite pas à sortir des chiffres genre moins d'1% des patients deviennent accros aux opioïdes, c'est révolutionnaire. La campagne, elle est particulièrement vicieuse puisqu'elle vise les faibles revenus et les problèmes du quotidien dans lequel chaque Américain peut se reconnaître. On parle d'un mal de dos qui empêche de profiter pleinement de ses petits-enfants ou des petits soucis physiques qui empêchent d'éduquer ses gosses ou d'aller dans des barbecues entre copains. Cette campagne de 96, tout comme celle qui verra le jour 2 ans plus tard en 98, ma naissance, n'est pas directement à l'intention des foyers américains, mais plus à l'intention des médecins. Dans les salles d'attente, on commence à visionner en boucle ces campagnes marketing qui n'ont qu'un seul produit à vendre, l'oxycontine. L'oxycontine, c'est un médicament opioïde qui est composé essentiellement d'oxycodone, un alcaïde de l'opium. Et dans un premier temps, ça marche. L'antidouleur devient bientôt un best-seller du laboratoire qui le met en vente, Purdue Pharma. Les médecins, incités par des études mensongères ou falsifiées, se mettent à surprescrire le médicament et entre 1991 et 2011, les prescriptions d'analgésiques passent de 76 millions à 219 millions par an. Mais très vite, les gens commencent à revenir pour des prescriptions abusives. Dans un premier temps, les médecins prescrivent, ils se disent il n'y a pas de galère, il a mal, je lui donne un peu d'oxycontine. Mais ces médecins-là font rapidement remonter des cas de dépendance physique aux médicaments. Le directeur des médicaments antalgiques l'OFMA, le docteur Nicolas Autier, explique qu'on présentait ces médicaments comme miraculeux et sans danger contre la douleur. Et comble du vice, Purdue Pharma a même prescrit gratuitement 34 000 boîtes d'oxycontine. Si tu veux, quand tu vas connaître la suite de l'histoire, il y a une hiérarchie de l'horreur qui se crée, t'as Ben Laden, le diable et le patron de Purdue Pharma, juste là. Parce que très vite, on se rend compte que l'addiction aux opioïdes est aussi vaste qu'il y a eu de prescriptions. On commence à observer des cas d'overdose chez les vieux, chez les jeunes, chez les enfants et chez les adolescents. Personne n'est épargné. On découvre même des syndromes d'abstinence néonatale, donc c'est des enfants dont les parents se sont fait prescrire des antidouleurs à base d'opium qui naissent accro à la morphine, littéralement. Ils ont besoin de morphine. Quand tu commences ta vie accro à la morphine, t'as une sacrée longueur d'avance pour avoir une vie de merde, ça je te le dis. On estime aujourd'hui que toutes les 20 minutes, un bébé naît aux États-Unis avec ce symptôme d'addiction à la morphine. Et c'est ça, la crise des opioïdes aux États-Unis. C'est la surprescription d'opioïdes et les morts qui vont s'en suivre. Donc là, ça se corse un peu pour notre Purdue Pharma et son oxycontine. Non pas qu'ils s'en veulent, tu rigoles, mais les plaintes contre l'entreprise s'accumulent. Alors ces plaintes-là, elles vont être agrémentées de témoignages de familles des victimes d'overdose. On est en 2007 et Purdue Pharma plaide coupable pour vente mensongère et publicité abusive. Elle doit verser 600 millions de dollars à l'État. On pourrait se dire qu'à ce moment, Purdue Pharma va se faire petit et changer de métier, comme la décence le voudrait. Pas du tout. Ils recommencent une campagne ultra agressive de prescription d'oxycontine, mais cette fois-ci en changeant de technique de vente. Là maintenant, ils vont envoyer des représentants du laboratoire qui vont toucher des bonus en fonction du dosage prescrit. C'est lunaire le truc. C'est-à-dire que plus un patient reçoit un dosage élevé, plus le représentant de Purdue Pharma touche de l'oseille. Cette même année, en 2007 donc, l'oxycontine rapporte 35 milliards de dollars à Purdue Pharma, pour mettre en corrélation avec les 600 millions d'amendes. C'est rien, c'est rien du tout. Quand on parle de surprescription, on se rend compte que le médicament a été surprescrit pour des problèmes très précis. Par exemple, un des États les plus touchés par la crise des opioïdes, ça va être la Virginie occidentale. Et la particularité de cette région, c'est que c'est là où on trouve les mines de charbon et les bûcherons des États-Unis. Donc, mal de dos fréquent et prescription d'opioïdes. Sur un total de 500 milliards de dollars, le seul État de Virginie va coûter 8 milliards de dollars aux contribuables pour la gestion de cette crise. En 2021, Purdue Pharma va plaider coupable pour tous ses chefs d'accusation et devra probablement verser 10 milliards de dollars en plus de tous les procès avec tous les États touchés par la crise des opioïdes. Fun fact, dans les publicités dont je vous parlais tout à l'heure, donc les publicités qui sont mensongères, on présentait des mecs qui avaient très bien réussi avec l'oxycontine. Aujourd'hui, les 3/4 des personnes qui étaient présentes dans ces publicités sont mortes d'overdose ou des suites de la prise du médicament. Il y a notamment un mec qui s'est endormi au volant. Voilà. Et autre fun fact, beaucoup moins marrant, mais beaucoup plus intéressant, surprescrire un médicament qui entraîne la mort ou l'addiction,
c'est chiant. Ça ne peut venir que d'une entreprise qui n'a pas d'âme. Oui. Et ce que vont répondre Pseudo-Pharma à cette accusation, c'est que l'idée de surprescrire des opioïdes venait d'un cabinet de conseil. Ah bon? Oui. Et c'est ce cabinet de conseil qui aurait turbochargé les ventes d'Oxycontin. Ce cabinet a aussi fourni des mesures de communication pour faire oublier les morts par overdose et des techniques de vente pour justifier une prescription abusive. Et devinez quoi? Ce cabinet de conseil, c'est McKinsey. Oui, le même cabinet lié à l'actuel président de notre pays, McKinsey, qui va être condamné en 2021 par 47 États américains à verser 573 millions de dollars pour techniques marketing cyniques et délibérées. Sacré palmarès, le McKinsey. Et là, vous allez me dire, ok, Georges, tu nous as expliqué la crise des opioïdes aux États-Unis en partant de l'Oxycontin, mais c'est quoi le lien avec les zombies de San Francisco et de New York? À un moment donné, les médecins comprennent le danger que représente l'Oxycontin et restreignent les ordonnances. Sauf que les addicts, eux, ils restreignent pas leur addiction et ils se tournent vers deux types de drogues de compensation, l'héroïne et le fentanyl. Majoritairement le fentanyl d'ailleurs. Ils ont fait la passerelle d'un opioïde à un autre. Suite à quoi, les dealers se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer avec le fentanyl et on découvre progressivement un marché noir exponentiel du produit avec des laboratoires clandestins aux États-Unis et au Canada. La molécule initiale du fentanyl est fabriquée en Chine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le fentanyl la China White, et va ensuite transiter dans des laboratoires clandestins aux États-Unis et plus récemment dans des laboratoires du cartel de drogue mexicain de Sinaloa. On commence même à avoir des overdoses au Mexique dans certains quartiers pauvres. L'avantage qu'avait l'Oxycontin, c'est que le produit était contrôlé, entre guillemets. Le fentanyl l'est beaucoup moins, et les clients se retrouvent parfois avec un mélange de fentanyl, d'héroïne et parfois même plein de trucs genre des méthamphétamines. Et on sait que plus on mélange les drogues, plus les risques d'overdose augmentent. On a même des récits de fentanyl coupés à d'autres tranquillisants ultra puissantes comme la xylacine qui résistent à littéralement tous les remèdes en cas d'overdose. Si tu fais une overdose avec du xylacine, t'es sûr de mourir. Et ce chiffre qui explique tout. 4 Américains sur 5 qui y goûtent aujourd'hui viennent des antidouleurs sur ordonnance. 4 Américains sur 5 addicts à l'héroïne ou au fentanyl viennent de la prescription sur ordonnance. Donc il est très probable que les zombies que vous voyez à San Francisco ou à New York aient été un jour des gens normaux à qui on a surprescrit des opioïdes. À cause du fentanyl, il y a plus de 2 morts par jour à San Francisco et le pays entier est en urgence nationale face à l'épidémie. Ce qu'on voit dans les vidéos sur les réseaux sociaux, statistiquement, c'est le résultat de la crise des opioïdes qui a commencé dans les années 2000. Et bien sûr, il y a eu d'autres paramètres, le confinement, le Covid, la crise et l'inflation, entre autres. Et si on veut être taquin, on peut dire qu'un zombie aujourd'hui à San Francisco est le produit d'une publicité mensongère à la fin des années 90. Donc quand Donald Trump fait des discours pour expliquer que le fentanyl et la drogue proviennent essentiellement des cartels mexicains, c'est vrai, mais c'est faux aussi. C'est vrai que le fentanyl, quand il n'est pas directement produit aux États-Unis, l'est dans des laboratoires clandestins mexicains, mais l'origine de l'épidémie et la crise des opioïdes, c'est les laboratoires pharmaceutiques et la surprescription qui en sont à l'origine. Différents. Big Pharma, donc le lobby pharmaceutique qui va faire pression sur les décisions politiques, a certainement un rôle à jouer dans cette affaire, dans cette crise des opioïdes aux États-Unis, puisqu'on peut penser que la mise sur le marché de certains produits, notamment l'Oxycontin, a été volontairement bâclée. On regarde pas trop les effets sur le long terme, t'inquiète, ça passe. Alors qu'en fait, non, ça passe pas du tout. Les conséquences du fentanyl, cette drogue de substitution dans la société américaine, c'est catastrophique. Je le disais tout à l'heure, mais il faut seulement 4 grains de sel de fentanyl pour faire une overdose. C'est 2 mg. C'est 100 fois moins que la dose mortelle d'héroïne. Par an, le fentanyl va tuer 70 000 personnes aujourd'hui aux États-Unis. C'est 70% de tous les décès par overdose et cette statistique augmente pour les plus jeunes puisqu'on a 80% des décès par overdose qui sont liés au fentanyl chez les 18-30 ans. Plus généralement, les opioïdes sont responsables de la mort de 200 Américains par jour, ce qui en fait la première cause de mortalité dans le pays, loin devant les armes à feu ou devant les accidents de la route. Depuis le lobbying de McKinsey dans les années 90, les overdoses ont été quadruplées par 4 avec un triplement juste pour les 5 dernières années. Aux États-Unis, il y a plus de morts par overdose que de soldats tués pendant la guerre du Vietnam, la guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan réunies. Selon les données du Center for Disease Control and Prevention des US, on est passé de 5 morts pour 100 000 personnes à 22 morts pour 100 000 personnes sur la période 2000-2020. Donc les villes où il y a des zombies comme San Francisco, Détroit ou Philadelphie, c'est la partie émergée de l'iceberg des opioïdes. Ces zombies errent et créent évidemment de
l'insécurité de proximité, les commerces ferment, les gens partent et les villes sont désertées. On laisse les villes aux dealers et aux accros à la drogue. On note aussi l'augmentation du trafic d'opioïdes, l'augmentation des morts par règlement de compte, des viols en pleine rue, du cambriolage, du vol à l'étalage, enfin bref, ça devient littéralement des territoires délaissés par les pouvoirs publics. Au début, la politique pour gérer les drogués était très laxiste. À San Francisco, par exemple, on leur offrait 700 $ sans rien faire, mais le problème est devenu tellement inquiétant et impactant pour le tourisme et l'économie qu'on est récemment passé sur du tout répressif. On envoie tout le monde dans des cures de désintox. Il y a aujourd'hui 8000 sans-abri à San Francisco qui vivent dans des bidonvilles. Littéralement, dans le pays le plus riche du monde, on a des bidonvilles au centre d'une des villes les plus riches du pays. C'est un des taux de SDF les plus élevés. C'est bien au-dessus de ce qu'on a à Paris alors qu'on a bien plus d'habitants. Et c'est très visuel comme pauvreté, ça se voit. Cette précarité, elle dérange les Américains, mais quand on connaît le nombre d'addicts aux opioïdes dans le pays, plusieurs millions de personnes, on peut penser qu'elle ne va faire qu'augmenter, voire s'exporter, voire peut-être qu'un jour, on arrivera à une crise des opioïdes en France. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne Georges. C'est très important pour le... Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Chopez votre t-shirt bio 100% coton de Terre de France en featuring avec Georges. T-shirt référencement. Grosse frappe. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!